Dans les archives nationales de France, il existe un document classifié jusqu'en 1995, 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un document si dérangeant que même les historiens qui l'ont découvert ont hésité à le rendre public. Ce document mentionne un lieu qui n'apparaît dans aucun registre officiel de l'occupation allemande, aucune carte, aucun rapport militaire. Juste un nom murmuré entre les survivants des camps nazis en France. La salle Paris. Non pas parce qu'elle se trouvait à Paris, mais parce que c'est là qu'on envoyait les prisonniers homosexuels de la région parisienne, ceux portant le triangle rose, ceux que même les autres détenus méprisaient, ceux dont personne ne voulait entendre l'histoire après la guerre. La salle Paris était située dans les sous-sols d'un ancien hôtel particulier réquisitionné par la Gestapo dans le 16e arrondissement. Un bâtiment élégant en surface avec ses façades haussmanniennes et ses balcons en fer forgé. Avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes contre les événements de cette guerre, merci de laisser un commentaire ci-dessous afin que je puisse voir votre soutien. Je lis et réponds à tous les commentaires. Mais en dessous, dans ce qui avait été autrefois des caves à vin et des réserves domestiques, les Allemands avaient créé quelque chose d'autre. Un espace où les règles déjà brutales de l'occupation ne s'appliquaient plus. Un endroit où des hommes, déjà brisés par des mois d'emprisonnement, suppliaient leurs geôliers non pas de les libérer, mais de les laisser mourir. Cette histoire commence par un homme qui n'a jamais voulu mourir. Pas au début, en tout cas. André Moreau avait 31 ans, en mars 1943, quand la Gestapo frappa à la porte de son appartement de Montmartre à 6 heures du matin. Il était coiffeur, propriétaire d'un petit salon rue Le Pic, où il travaillait depuis 7 ans. André était connu dans le quartier, apprécié pour sa discrétion et son professionnalisme. Les femmes aisées venaient de toute la ville pour ses mises en plis impeccables. Les hommes pour ses coupes nettes et ses conversations agréables. Mais André avait un secret qu'il gardait soigneusement caché, même de sa famille. André aimait les hommes. Dans le Paris occupé de 1943, c'était plus qu'un secret, c'était un crime. Le paragraphe 175 du Code pénal allemand, imposé dans les territoires occupés, criminalisait les actes homosexuels. Les Français avaient leur propre loi contre la débauche, mais les Allemands étaient bien plus systématiques, bien plus impitoyables. Ils considéraient l'homosexualité comme une dégénérescence qui corrompait la race aryenne, une maladie à éradiquer. André avait été trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Un homme qu'il avait rencontré dans un bar clandestin près de Pigalle, un lieu où d'autres hommes comme lui se retrouvaient dans l'ombre, cherchant quelques heures de normalité, d'authenticité, de connexion humaine. Cet homme était un indicateur. Et 3 jours après leur rencontre, la Gestapo savait tout. Ils l'emmenèrent sans lui permettre de s'habiller correctement, sans lui laisser prendre ses papiers ou dire au revoir à sa mère qui habitait l'appartement du dessous. Juste André en pyjama, menottes au poignet, jeté à l'arrière d'un camion noir. Il passa 2 semaines au siège de la Gestapo, rue des Saussets. Interrogatoire, coups, humiliation, il voulait des noms. Qui d'autre? Où se rencontrait-il? Qui organisait ces rassemblements de dégénérés? André refusa de parler. Non par courage héroïque, mais parce qu'il savait que donner des noms ne le sauverait pas. Ça ne ferait que condamner d'autres hommes au même enfer. Après 2 semaines, le verdict tomba. Pas de procès formel, pas d'avocat, juste une décision administrative. Transfert au centre de détention spécialisé. Triangle rose, catégorie criminelle, homosexuel. On l'emmena dans un camion avec 7 autres hommes, tous portant déjà les marques des interrogatoires, tous avec ce regard vide de ceux qui commencent à comprendre que leur vie telle qu'ils la connaissaient est terminée. Le camion roula pendant moins de 30 minutes à travers Paris, mais aucun d'eux ne pouvait voir dehors. Quand les portes s'ouvrirent, ils se trouvaient dans une cour intérieure entourée de hauts murs, et devant eux, l'entrée d'un bâtiment qui ressemblait à un hôtel particulier de la Belle Époque. Un officier allemand, Hauptsturmführer Klaus Richter, les attendait. La quarantaine, cheveux grisonnants, lunettes à monture métallique. Il ne cria pas, ne les menaça pas.
Il se contenta de les observer avec le détachement clinique d'un scientifique examinant des spécimens de laboratoire. « Bienvenue », dit-il en français approximatif. « Vous êtes maintenant dans un centre de rééducation. Si vous coopérez, si vous acceptez les traitements, peut-être pourrez-vous un jour redevenir des membres utiles de la société. Si vous résistez », il laissa la phrase en suspens, mais le message était clair. Ils furent conduits à l'intérieur, descendant un escalier de pierre qui menait au sous-sol. Et là, André vit pour la première fois l'endroit qui entrait ses cauchemars pour le reste de sa vie. Un long couloir éclairé par des ampoules faibles, avec 8 portes métalliques de chaque côté. Sur l'une de ces portes, peinte en lettres blanches qui semblaient avoir été repeintes plusieurs fois, un nom, Salle Paris. André et les 7 autres furent séparés et placés dans des cellules individuelles. Des espaces minuscules, à peine 2 mètres carrés, avec une couchette en fer, un seau pour les besoins et rien d'autre. Pas de fenêtre, juste une petite grille dans la porte permettant aux gardiens de surveiller. La première nuit, André n'entendit que des sons, des gémissements venant des cellules voisines, des pleurs étouffés et parfois quelque chose de pire, des cris suivis d'un silence brutal. Il se recroquevilla sur sa couchette, essayant de comprendre où il était, ce qu'on allait lui faire. À l'aube, un gardien ouvrit sa porte et le traîna dehors. On l'emmena dans une salle où un médecin allemand, en blouse blanche, l'attendait. Pas pour soigner, mais pour examiner. Le médecin prit des notes méthodiques, taille, poids, état général de santé. Puis, il posa des questions en allemand qu'un traducteur répéta en français. « Depuis quand êtes-vous homosexuel? Combien de partenaires avez-vous eu? Comprenez-vous que votre condition est une maladie ?» André ne répondit pas. Le médecin nota simplement « non coopératif » sur sa fiche. Puis vint la première injection. Le médecin prépara une seringue avec un liquide ambré et l'injecta dans le bras d'André sans explication. Une douleur brûlante remonta le long de sa veine. André sentit sa vision se troubler, ses jambes céder. Les gardiens le ramenèrent à sa cellule, où il s'effondra, pris de nausées violentes et de vertiges qui durèrent des heures. C'était le début de ce que les Allemands appelaient « thérapie de conversion ». Des injections quotidiennes de substances chimiques dont personne ne connaissait vraiment la composition. Certaines causaient des vomissements incontrôlables, d'autres des maux de tête si intenses qu'André avait l'impression que son crâne allait exploser. D'autres encore provoquaient des érections douloureuses, suivies d'une impuissance totale, une humiliation supplémentaire infligée systématiquement. Mais ce n'était pas les injections le pire. Le pire, c'était la salle Paris. La première fois qu'André fut emmené à la salle Paris, c'était sa 4e nuit dans le centre. Un gardien ouvrit sa cellule, le tira par le bras et le traîna dans le couloir. André vit d'autres prisonniers être sortis de leur cellule également. 6 hommes en tout, tous portant déjà les marques des traitements. Peau pâle, yeux enfoncés, tremblements incontrôlables. La porte de la salle Paris fut ouverte. C'était une pièce plus grande que les cellules, peut-être 20 mètres carrés, avec un sol de béton froid et des murs nus, à l'exception de chaînes fixées à intervalles réguliers. Au centre, une table métallique avec des sangles de cuir. Et sur un mur latéral, des instruments que André reconnut avec horreur, des électrodes, des câbles, une machine qui ressemblait à un générateur. Les 6 hommes furent alignés contre le mur. Le Hauptsturmführer Richter entra, accompagné du médecin et de 2 autres officiers. Richter s'adressa à eux en allemand, puis le traducteur répéta en français « Vous êtes ici parce que vous êtes malade. Votre perversion sexuelle est une maladie qui peut être guérie, mais seulement si vous acceptez le traitement. Ce que vous allez vivre ce soir fait partie de ce traitement. C'est ce que nous appelons la thérapie par aversion. Vous allez apprendre à associer vos pulsions contre nature avec la douleur, avec la souffrance. Et progressivement, ces pulsions disparaîtront. Le premier homme fut attaché sur la table. On lui plaça des électrodes sur les tempes et d'autres sur les parties génitales. Le médecin actionna la machine. Le corps de l'homme se convulsa violemment, ses muscles se contractant de manière incontrôlable alors qu'il hurlait. Cela dura 10 secondes, puis 20, puis 30. Quand ils le détachèrent,
L'homme pouvait à peine marcher. Ils le traînèrent hors de la salle et amenèrent le deuxième. André était le quatrième. Quand vint son tour, il essaya de résister, mais les gardiens le maîtrisèrent facilement. On l'attacha si fermement qu'il ne pouvait plus bouger. Le médecin ajusta les électrodes. Richter se pencha sur lui et murmura en français approximatif « Si vous priez Dieu de vous aider, il ne vous entendra pas, parce que ce que vous êtes n'est pas aimé de Dieu. » Puis le choc électrique. André ne se souvenait pas d'avoir crié, mais il le fit. Tous les hommes qui passaient par la salle Paris criaient. La douleur était au-delà de toute description, comme si chaque nerf de son corps était simultanément en feu. Et ça continuait encore et encore, le médecin ajustant l'intensité, observant les réactions, prenant des notes. Quand ils le ramenèrent à sa cellule, André ne pouvait plus sentir ses extrémités. Son cœur battait de manière irrégulière. Il vomit tout ce qu'il avait dans l'estomac, puis continua à avoir des hauts-le-cœur secs pendant des heures. Et il comprit que ce n'était que le début. Les jours suivants se transformèrent en une routine cauchemardesque. Chaque matin, les injections. Chaque après-midi, des sessions thérapeutiques où le médecin forçait les prisonniers à regarder des images d'hommes nus tout en leur administrant des substances chimiques provoquant nausées et vertiges, essayant de créer une association négative. Chaque soir, pour certains d'entre eux, la salle Paris. André apprit les noms des autres prisonniers. Il y avait Marcel, 19 ans, étudiant en médecine arrêté pour avoir écrit une lettre d'amour à un camarade de classe. Il y avait Philippe, 45 ans, professeur de littérature, père de 2 enfants, qui avait vécu une double vie pendant 20 ans avant d'être dénoncé par un voisin jaloux. Il y avait Louis, 28 ans, menuisier, qui avait simplement été au mauvais endroit au mauvais moment, arrêté lors d'une rafle dans un café suspect. Il parlait peu. Parler nécessitait une énergie qu'il n'avait plus. Mais parfois, tard dans la nuit, André entendait des murmures venant des cellules voisines, des prières, des pleurs, et de plus en plus souvent quelque chose d'autre, des supplications. « Tuez-moi, s'il vous plaît, tuez-moi, je ne peux plus, laissez-moi mourir. » C'était Marcel qui fut le premier à le dire à voix haute. Après sa 3e session dans la salle Paris, il commença à frapper sa tête contre le mur de sa cellule en hurlant « Laissez-moi mourir, je vous en supplie, laissez-moi mourir !» Les gardiens le sortirent, le battirent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, puis le jetèrent de nouveau dans sa cellule. Mais le lendemain, Marcel recommença. Et cette fois, il ne demandait plus à mourir, il exigeait. Les Allemands trouvèrent cela fascinant. Richter ordonna aux médecins de documenter ce phénomène. « Ils préfèrent la mort à la guérison », nota-t-il dans son rapport. « Cela démontre la profondeur de leur perversion mentale. » Mais ils ne les tuèrent pas. Au contraire, ils les maintinrent en vie, juste au bord de l'effondrement total, juste assez conscients pour continuer à souffrir. André tint 3 semaines. 3 semaines d'injections quotidiennes, de chocs électriques, de privation de sommeil, de malnutrition. Son corps, autrefois en bonne santé, était maintenant un squelette tremblant. Il avait perdu au moins 15 kilos. Ses cheveux tombaient par touffes. Sa peau était couverte de brûlures, là où les électrodes avaient été placées à répétition. Mais ce n'étaient pas les marques physiques qui l'avaient brisé. C'était ce qu'il lui avait fait dans l'esprit. Après chaque session dans la salle Paris, le médecin le forçait à répéter « Je suis malade, je suis un dégénéré, je mérite ce qui m'arrive ». Au début, André refusait. Mais après des heures de choc électrique, il disait n'importe quoi pour que ça s'arrête. Et lentement, une partie de lui commença à le croire. C'était ça, le but. Pas juste de punir, mais de détruire complètement le sens de soi, de faire en sorte que les prisonniers intériorisent leur propre déshumanisation. La nuit du 22e jour, André prit une décision. Il attendit que les gardiens fassent leur ronde, puis il déchira un morceau de son uniforme en lambeaux et essaya de se pendre avec, attachant le tissu à la grille de sa porte. Ce ne fut pas assez solide. Le tissu se déchira et André s'effondra sur le sol de béton, échouant même à mettre fin à sa propre vie. Un gardien le trouva là, étendu dans sa propre urine, pleurant silencieusement. Au lieu de le punir, le gardien le souleva et le ramena sur sa couchette avec une douceur surprenante. Puis il dit quelque chose qu'André n'oublia jamais.
Ne faites pas ça, ils veulent que vous mouriez en pensant que vous le méritez. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Le gardien s'appelait Otto Weber. Il était allemand, mais pas SS. Juste un soldat de la Wehrmacht assigné à ce poste contre son gré. Et dans les jours qui suivirent, Otto fit de petites choses pour André. Un morceau de pain supplémentaire glissé sous la porte, un peu d'eau propre, des mots murmurés en français approximatif. « Tenez bon, la guerre ne durera pas éternellement ». Ces petits actes de bonté, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, donnèrent à André quelque chose qu'il pensait avoir perdu, une raison de survivre. Pas parce qu'il voulait vivre pour lui-même, mais parce qu'il refusait de donner aux nazis la satisfaction de le voir se détruire complètement. André n'était pas seul dans sa souffrance. À travers les murs minces, il entendait les histoires des autres. Marcel, le jeune étudiant, ne survécut pas. Après 5 semaines de traitement, son cœur céda lors d'une session particulièrement brutale dans la salle Paris. Le médecin nota simplement « défaillance cardiaque suite à thérapie » et fit enlever le corps. Aucun registre officiel, aucune notification à la famille. Marcel disparut simplement, comme s'il n'avait jamais existé. Philippe, le professeur, perdit complètement l'esprit. Les chocs électriques répétés causèrent des dommages neurologiques permanents. Il commença à avoir des hallucinations, parlant à des gens qui n'étaient pas là, riant, puis pleurant sans raison apparente. Les Allemands le transférèrent dans un asile psychiatrique où il mourut 6 mois plus tard. Louise, le menuisier, essaya de s'évader. Il profita d'un moment d'inattention pendant un transfert et courut vers l'escalier menant au rez-de-chaussée. Il parvint presque à atteindre la porte d'entrée avant qu'un gardien ne lui tire dans le dos. On le laissa saigner dans la cour pendant 2 heures, avant qu'un médecin ne vienne constater qu'il était mort. D'autres hommes arrivèrent pour remplacer ceux qui étaient morts ou transférés. Le cycle continuait. De nouveaux prisonniers, de nouveaux patients, de nouvelles victimes pour les expériences du médecin et les thérapies par aversion de Richter. André apprit à identifier ceux qui ne survivraient pas. C'étaient ceux qui gardaient encore de l'espoir, ceux qui croyaient que s'ils coopéraient, s'ils faisaient tout ce qu'on leur demandait, ils seraient finalement libérés. Cet espoir les rendait vulnérables, parce que quand ils réalisaient que la libération ne viendrait jamais, ils s'effondraient complètement. Ceux qui survivaient étaient ceux qui, comme André, avaient abandonné tout espoir de justice ou de liberté. Ils survivaient par pure obstination, par refus de donner aux nazis ce qu'ils voulaient, une victime qui acceptait son propre anéantissement. Le 6 juin 1944, le monde changea. Le débarquement de Normandie réussit. Les Alliés étaient sur le sol français et avançaient. Dans le centre de détention, les prisonniers ne le surent pas immédiatement, mais ils sentirent un changement. Les gardiens étaient plus nerveux. Il y avait moins de sessions dans la salle Paris. Les injections continuaient, mais de manière moins systématique. Otto, le gardien qui avait montré de la compassion à André, lui murmura un soir « Les Américains sont en France. Ça ne sera plus très long maintenant. Tenez bon encore un peu. » Mais tenir bon était de plus en plus difficile. André avait maintenant passé 4 mois dans le centre. Son corps était détruit. Les chocs électriques répétés avaient causé des dommages permanents à son système nerveux. Ses mains tremblaient constamment. Il avait perdu presque toutes ses dents à cause de la malnutrition et des infections non traitées. Sa vision était floue, mais il était encore en vie. Et chaque jour qu'il survivait était un acte de résistance. Début août, les rumeurs se précisèrent. Les Alliés approchaient de Paris. Les Allemands commençaient à détruire des documents, à évacuer certaines installations. Dans le centre de détention, Richter ordonna l'intensification des traitements. « Nous devons terminer notre travail avant de partir », dit-il au médecin. Cela signifia plus de sessions dans la salle Paris, des doses plus élevées de substances chimiques, des chocs électriques plus longs et plus intenses. 2 prisonniers moururent en 1 semaine. Un 3e devint catatonique, fixant le vide, sans réagir à aucun stimulus. André sentait qu'il approchait de sa propre limite. Son corps ne pouvait plus supporter beaucoup plus. Et pour la première fois depuis que Otto lui avait donné de l'espoir, André se retrouva à penser à nouveau au suicide. Non pas par désespoir, mais par calcul froid. S'il allait mourir de toute façon,
autant que ce soit de ses propres mains, plutôt que de donner aux Allemands la satisfaction de le tuer. Mais avant qu'il ne puisse agir, tout changea. Le 24 août 1944, Paris fut libéré. Mais le centre de détention ne le fut pas immédiatement. Il était situé dans un quartier que les Allemands contrôlaient encore, et ils n'avaient aucune intention de laisser leurs patients tomber aux mains des Alliés. Richter ordonna l'évacuation. Tous les documents devaient être brûlés. Tous les équipements médicaux devaient être démontés. Et tous les prisonniers, Richter avait des ordres clairs concernant les prisonniers. Ils ne peuvent pas témoigner, dit-il aux médecins. Liquidez-les tous. Mais Otto Weber entendit cette conversation. Et cette nuit-là, alors que les autres gardiens dormaient ou préparaient l'évacuation, Otto fit quelque chose d'extraordinaire. Il ouvrit toutes les cellules. « Partez !» chuchota-t-il en français. « Maintenant, les portes sont ouvertes. Fuyez !» Sur les 12 prisonniers encore vivants, seulement 5 pouvaient marcher. André était l'un d'eux. Ils se traînèrent hors de leurs cellules, montèrent l'escalier menant au rez-de-chaussée. André vit pour la première fois depuis 4 mois la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres de l'hôtel particulier. Ils sortirent par une porte latérale et se dispersèrent dans les rues de Paris. André ne savait pas où aller. Il n'avait pas d'argent, pas de papier, portait toujours l'uniforme rayé des prisonniers. Il marcha pendant des heures, se cachant dans les ruelles, évitant les patrouilles allemandes qui battaient en retraite. Il finit par s'effondrer dans une entrée d'immeuble dans le Marais. Une femme âgée le trouva là, à peine conscient. Au lieu d'appeler les autorités, elle le fit entrer chez elle, le lava, le nourrit, le cacha jusqu'à ce que les derniers Allemands soient partis de Paris. André survécut. Contre toute attente, il survécut. Mais ce que les Allemands lui avaient fait ne s'arrêta pas avec la libération de Paris. La France libérée voulait tourner la page, célébrer la victoire, reconstruire, oublier. Les histoires d'atrocités allemandes étaient racontées, mais seulement certaines histoires, celles qui correspondaient au narratif héroïque de la résistance et de la libération. Les histoires des prisonniers homosexuels ne correspondaient pas à ce narratif. André essaya de parler, il alla voir les autorités, raconta ce qui s'était passé dans le centre de détention, dans la salle Paris. Mais la réponse fut toujours la même. Gêne, détournement du regard, suggestion que peut-être il exagérait, que peut-être les Allemands avaient raison de considérer l'homosexualité comme une maladie nécessitant un traitement. Après tout, en France aussi, l'homosexualité était criminalisée. La loi française contre les actes contre nature restait en vigueur. André découvrit avec horreur que s'il insistait trop sur son histoire, il risquait d'être lui-même arrêté, non plus par les Allemands, mais par les autorités françaises. Alors, il se tut, comme tous les autres survivants. André ne retourna jamais à son salon de coiffure. Il ne pouvait plus supporter de toucher les gens, de les avoir si près de lui. Les traumatismes physiques et psychologiques rendaient toute vie normale impossible. Il vécut de petits boulots, se déplaçant d'une ville à l'autre, ne restant jamais longtemps au même endroit, comme s'il était encore en fuite. Les tremblements dans ses mains ne cessèrent jamais, les cauchemars non plus. Chaque nuit, André se réveillait en hurlant, revoyant la salle Paris, sentant les électrodes sur sa peau, entendant les cris des autres prisonniers. Il ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant. L'intimité physique lui était devenue impossible. Les nazis avaient réussi d'une certaine manière. Ils n'avaient pas guéri son homosexualité, mais ils avaient détruit sa capacité à aimer, à faire confiance, à vivre pleinement. En 1968, 24 ans après sa libération, André fit une dernière tentative de témoigner. Il contacta un historien qui travaillait sur l'occupation allemande. Il raconta tout, la salle Paris, les expériences médicales, les thérapies par aversion, les hommes qui avaient supplié qu'on les laisse mourir. L'historien l'écouta poliment, prit des notes, puis il dit « Monsieur Moreau, je comprends que vous ayez souffert, mais vous comprenez que votre condition rend difficile l'inclusion de votre témoignage dans un travail historique sérieux. Les gens ne veulent pas entendre parler de ce genre de choses. » André quitta l'entretien, sachant que son histoire ne serait jamais racontée de son vivant. Il mourut en 1987, à l'âge de 75 ans, seul,
dans un petit appartement de banlieue parisienne. Sur sa table de nuit, les policiers qui découvrirent son corps trouvèrent un cahier. Dedans, André avait écrit, de son écriture tremblante, tout ce qui s'était passé dans la salle Paris. Chaque détail, chaque nom qu'il se rappelait, chaque horreur. Le cahier fut confié à un avocat qui le mit dans un coffre avec instruction de ne l'ouvrir qu'en 2007, 20 ans après la mort d'André. Peut-être qu'alors, avait écrit André dans une lettre accompagnant le cahier, le monde sera prêt à entendre ce qui est arrivé à des hommes comme moi. En 2007, le cahier d'André Moreau fut finalement ouvert et remis au mémorial de la Shoah à Paris. Des historiens l'examinèrent, vérifièrent les faits contre d'autres archives de l'époque. Ils retrouvèrent des documents qui confirmaient l'existence du centre de détention dans le 16e arrondissement, des rapports médicaux signés par le médecin qu'André avait mentionné, même des notes de Richter sur ses expériences de rééducation. Ils cherchèrent d'autres survivants, il n'y en avait plus. André avait été le dernier. Mais ils trouvèrent des familles, des descendants de ceux qui étaient morts dans la salle Paris. Et lentement, l'histoire émergea du silence où elle avait été enterrée pendant 6 décennies. En 2008, une exposition fut organisée au Mémorial. Les oubliés de l'occupation, les victimes du Triangle Rose. Pour la première fois, l'histoire de la salle Paris fut racontée publiquement. Les visiteurs purent lire le témoignage d'André, voir les documents qui prouvaient que tout cela avait vraiment eu lieu, comprendre que l'horreur nazie s'était étendue même au sous-sol élégant du Paris occupé. L'exposition attira une attention considérable. Certains furent choqués, affirmant ne pas avoir su. D'autres admirent qu'ils avaient su, mais avaient choisi de ne pas voir, de ne pas entendre, parce que c'était plus confortable ainsi. En 2010, le gouvernement français présenta des excuses officielles aux victimes homosexuelles de l'occupation, reconnaissant non seulement ce que les Allemands leur avaient fait, mais aussi le silence complice de la société française après la guerre. En 2012, une plaque commémorative fut installée sur le bâtiment qui avait autrefois abrité le centre de détention. Elle porte une inscription simple « À la mémoire des hommes persécutés et torturés dans ce lieu pour leur identité. Que leur souffrance ne soit jamais oubliée. Aujourd'hui, l'ancien hôtel particulier est divisé en appartements de luxe. Les gens y vivent, y élèvent leurs enfants, sans savoir qu'en dessous de leurs pieds se trouvent les sous-sols où des hommes ont supplié qu'on les laisse mourir. Mais leur histoire survit, dans le cahier d'André, dans les archives historiques, dans la mémoire collective de ceux qui choisissent de se souvenir plutôt que d'oublier. L'histoire de la salle Paris nous rappelle plusieurs vérités inconfortables. Premièrement, que l'horreur n'a pas besoin de champs de bataille ou de camps de concentration massifs pour exister. Elle peut se cacher dans les sous-sols d'immeubles ordinaires, derrière des façades élégantes, au cœur même de nos villes. Deuxièmement, que la déshumanisation ne se limite pas à un groupe. Si nous acceptons qu'un groupe de personnes soit considéré comme malade, dégénéré, moins qu'humain, nous créons les conditions pour que n'importe qui puisse être déshumanisé. Troisièmement, que le silence après l'atrocité est aussi une forme de violence. Les hommes de la salle Paris ont souffert 2 fois, une fois sous la torture des nazis et une seconde fois sous le silence de leurs propres compatriotes qui refusèrent d'entendre leur histoire. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'homosexualité est encore criminalisée. Des thérapies de conversion sont encore pratiquées, prétendant guérir ce qui n'est pas une maladie. Des gens souffrent encore pour qui ils aiment. L'histoire d'André Moreau et de tous ceux qui sont passés par la salle Paris nous dit que nous ne pouvons pas rester silencieux, que l'oubli n'est pas la paix, que la dignité humaine est indivisible. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour que plus de gens puissent la découvrir. Abonnez-vous pour continuer à entendre ces histoires que le temps a voulu effacer. Et surtout, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Dites-nous que vous avez entendu, que vous vous souvenez, que vous témoignez, car c'est dans cette chaîne de mémoire, dans ce refus collectif de l'oubli, que les hommes de la salle Paris trouvent enfin leur dignité restaurée. Non pas parce que justice leur a été rendue, elle ne l'a jamais été complètement, mais parce que leur histoire est racontée, leurs noms sont prononcés et leur humanité est enfin reconnue.
André Moreau a survécu à l'enfer. Il a porté son témoignage à travers des décennies de silence. Et maintenant, à travers vous, sa voix résonne encore. Merci de l'avoir écouté. Merci de vous souvenir.